Bien que son nom soit difficile à prononcer, Giannis Antetokounmpo est aujourd'hui l'une des figures de la NBA. MVP de la saison régulière en 2019, il est l'un ou même le joueur le plus dominant actuellement. Et en seulement 31 minutes de jeu cette saison, il a réussi à produire des statistiques tout bonnement exceptionnelles qui ont amené les Bucks tout en haut de la conférence Est. À seulement 26 ans, il peut se vanter d'avoir déjà été 3 fois All-Star, 3 fois en équipe All-NBA, 2 fois All-Defensive Team, une fois MIP et une fois MVP. Pourtant, il n'a été drafté par les Milwaukee Bucks qu'en 15e position en 2013. Alors était-ce juste un pari payant, ou bien est-ce que le Greek Freak est simplement passé sous le radar des scouts NBA ? Eh bien, on va essayer d'analyser tout ça de plus près en passant en revue équipe par équipe les 14 choix qui ont précédé le sien. Bon, Anthony Bennett. Il mérite haut la main son étiquette de pire numéro 1 de l'histoire. Cleveland avait tous les choix de la terre et ils prennent quelqu'un qui ne décollera jamais en NBA. Dans une période post-LeBron et avec Kyrie qui n'était là que depuis 2 ans, les Cavs ont voulu miser sur un joueur à potentiel. Compréhensible donc, encore que personne ne l'avait vraiment imaginé aussi haut dans le top 10. En 2013, avec toutes les ressources à disposition des scouts, comment ne se sont-ils pas rendus compte du piètre joueur qu'il est ? Il est certes costaud, mais sa finition, son shoot, sa détente, bref, toutes les caractéristiques qui font un basketteur sont catastrophiques. Depuis, il a connu l'Europe avec un titre d'Euroleague en 2017, puis la G-League jusqu'à aujourd'hui. En définitif, les Cavs ont quand même réussi à avoir un titre de champion avec le retour de LeBron. Même s'ils avaient su déceler le potentiel de Giannis, ils ont clairement pas misé sur les draft picks pour construire leur effectif, et peut-être qu'ils auraient freiné la progression du grec. C'est certainement le meilleur joueur de cette draft après Giannis. Même s'il a pas mal voyagé entre plusieurs franchises depuis 2013, il a énormément apporté dès son arrivée en NBA. Simplement 3 saisons en Floride pour Victor Oladipo, puis il sera échangé vers OKC et Indiana, où il deviendra double All-Star. Il s'est imposé en tant que véritable leader du vestiaire, ayant amené cette équipe jusqu'au seed 5 à l'Est en 2018. Malgré une blessure au croisé il y a quelques mois, il reste un joueur très solide sur le poste 2. Orlando n'aura simplement pas su exploiter son potentiel. Serge Ibaka sera obtenu dans le trade initial, puis envoyé contre Terence Ross qui fait toujours partie de l'effectif du Magic aujourd'hui. Rien de bien fou avec le recul, mais les postes 3-4 n'étaient clairement pas un besoin pour Orlando, qui n'avait pas réel intérêt à prendre Giannis. Tobias Harris, Nikola Vucevic ou encore Mo Harkless complétaient déjà un secteur intérieur bien fourni. Pour un 3e choix de draft, on peut clairement être déçu. Sélectionné par les Wizards qui voulaient créer un Big 3 autour de John Wall et Bradley Beal, Otto Porter n'aura jamais convaincu du côté de Washington. L'idée initiale n'était clairement pas bête puisque Porter s'est bien développé au cours de ses premières saisons en NBA. Il est même devenu titulaire d'une équipe playoffable assez tôt dans sa carrière. Et après plusieurs échecs au premier tour, il s'est fait trade vers Chicago. Otto est quelqu'un qui joue quand même beaucoup au large et qui est loin d'être mauvais puisqu'il a dépassé plusieurs fois la barre des 40% derrière l'arc. Mais la paire sur le backcourt excellait déjà dans ce domaine. Ce n'est pas forcément ce dont avait besoin Washington et avec du recul, on aurait clairement pu voir Giannis débarquer là-bas. On peut penser qu'Otto Porter était un flop vu la situation actuelle de Washington. Il traîne vers la fin du classement et seul Bradley Beal surnage, empêchant l'équipe de s'effondrer. Clairement, les Wizards voulaient quelqu'un capable de contribuer immédiatement et Giannis était plutôt un pari d'avenir. Pas sûr donc qu'il aurait pu s'épanouir assez avec de telles stars autour de lui. Là aussi on reste sur notre fin avec Cody Zeller. Ce n'est pas un échec à proprement parler mais il ne deviendra probablement jamais rien d'autre qu'un role-player utile en seconde unit. Depuis 6 ans dans la ligue, il peine à atteindre les 50% au shoot pour un intérieur et développe seulement d'autres qualités que celles d'un éboueur dans la raquette. Pas mal de blessures et quand même assez peu de matchs commencés pour lui. Et avec le développement de Kemba ces dernières années, la collaboration avec Giannis aurait pu être totalement dingue. Il se complète très bien et dispose beaucoup de qualités pour construire une super team en NBA. Jordan a de quoi s'en mordre les doigts. Sorti de l'université du Maryland avec une grosse hype, Alex Len va très peu jouer pour les Suns. 23 minutes de jeu tout au plus et il n'ira jamais au-dessus des 9 points de moyenne. En tant qu'équipe en reconstruction, Phoenix voulait avoir un joueur à potentiel capable de se développer et ils ont tout bouleversé pour avoir Alex Len.
Ils se sont séparés de deux de leurs meilleurs joueurs, Luis Scola et Martin Gortat, pourtant essentiels à leur système. Ils ont misé sur des joueurs plus jeunes et ça n'a pas forcément payé. On peut imaginer un scénario où les Suns auraient drafté Giannis en gardant leurs atouts à l'intérieur et ça aurait pu avoir une sacrée gueule. Manque de spacing certes, mais de toute façon Alex Len n'est pas du tout capable de shooter. Au final, les mauvaises performances de ces dernières années leur ont offert Devin Booker et DeAndre Ayton, et il n'est pas impossible que cela paye sur le long terme. Nerlens était attendu par beaucoup comme un potentiel top 3 de cette draft, mais une blessure au croisé plus tard, il est descendu un peu plus bas dans les prévisions. Drafté par les Pels, il n'aura pas le temps de poser sa valise en Louisiane et sera directement envoyé à Philly en échange de Jrue Holiday. On est un peu dans le même cas qu'avec Orlando au niveau des postes. Anthony Davis a développé avec Robin Lopez ou Alfaro Camino déjà présents pour compléter le secteur intérieur. Pas forcément de gros besoins à ces postes, mais manque d'un meneur. Aucun intérêt à drafter Giannis, à part pour le trade d'obtenir un poste 1. Pour Jrue, les Pels sont au final une belle opportunité de carrière étant donné qu'il est titulaire et toujours dans le 5 majeur depuis presque 7 ans maintenant. Et pour Nerlens, je sais pas trop quoi en penser. Il est un élément important de la rotation d'OKC et un atout certain en défense, mais j'ai du mal à le voir se développer tellement plus que ça. Sa contribution statistique est assez faible et ce ne sont pas quelques hellos bien conclus qui vont lui faire gagner une place plus importante dans une franchise en NBA. Sacramento avait déjà en Tyreke Evans une source sûre au scoring ainsi qu'à la création. Ils ont quand même décidé de drafter Ben McLemore, un autre arrière au profil assez similaire. Ils ont clairement perdu au change car ce dernier va beaucoup moins contribuer. De jeunes joueurs en passe de devenir des stars comme DeMarcus Cousins ou Isaiah Thomas étaient déjà là. Et au vu de leur classement, le développement d'un autre joueur tel que Giannis dans un poste peu fourni au sein du roster aurait pu leur profiter. Ils ont testé 4 ailiers différents cette année-là, sans pour autant trouver quelque chose de convenable. Ils ont donc décidé de lâcher plusieurs assets importants en cours de saison afin d'obtenir Rudy Gay en échange. Après coup, on se rend compte qu'il s'agissait d'une grosse erreur de la part du management de ne pas avoir cru au potentiel du grec. McLemore n'a en effet jamais eu le rayonnement que l'on peut espérer pour un numéro 7 de la draft. Détroit avait deux grosses lacunes dans leur équipe, le poste derrière et celui d'ailier fort. Ils ont privilégié de choisir du scoring avec KCP qui tournait déjà à 37% en 3 points en année sophomore du côté de Georgia. Et il a bel et bien apporté du spacing pour l'équipe en frôlant avec les 40% dès son année rookie, puis en les dépassant par la suite. On peut quand même avoir quelques regrets car il n'a jamais été l'un des leaders du vestiaire, ni un des leaders statistiques de l'équipe. Une raquette Drummond-Giannis aurait clairement pu poser de sévères maux de tête au team adverse. Et encore une fois, le potentiel d'un joueur venant de l'étranger, très peu scouté, n'a pas attiré l'œil des dirigeants du Michigan, qui doivent être bien amers d'avoir misé sur KCP quand on regarde la situation actuelle de l'équipe. Trey a été finaliste du tournoi NCAA qui lui a certainement assuré une bonne exposition médiatique. Drafté par Minnesota, il sera directement envoyé à Utah en échange d'un joueur dont on parlera un peu plus tard. En occupant le rôle de meneur assez rapidement, on peut pas dire que sa contribution a été à la hauteur du poste qu'on lui a confié. 32 minutes de jeu mais à peine 12 points et 6 passes de moyenne. 3 petites saisons NBA avant une aventure en G-League et au total 5 équipes différentes en tout juste 7 ans sans pour autant convaincre là où il est passé. Pour parler un petit peu plus de la situation des Wolves à cette époque, ils n'étaient pas vraiment dans un rebuild mode. Ils avaient déjà de bons joueurs, surtout dans la raquette, et on pouvait pas prévoir que Kevin Love, leur pièce maîtresse, ne jouerait que 18 matchs. Giannis n'aurait probablement pas pu s'intégrer facilement dans le groupe de 2013, mais une collaboration avec Towns aurait pu s'avérer assez effrayante aujourd'hui. Enfin du positif dans cette draft. J'ai pas forcément énormément de choses à dire sur lui, il fallait quelqu'un pour épauler Lillard sur le bas-court et on peut dire que CJ McCollum remplit parfaitement sa tâche. Il a déjà prouvé sa valeur par exemple l'an dernier en demi-finale de conférence face à Denver où il a réellement porté son équipe sur la série. Mais des rumeurs de trade ont fait surface, surtout depuis que l'équipe fonctionne un peu moins bien cette saison. CJ est assez similaire à Giannis en termes de progression,
Ses débuts étaient en demi-teinte car il jouait assez peu, et au final, en l'espace de 3 saisons, il est devenu incontestablement un joueur à potentiel All-Star. Même si j'ai du mal à voir Portland remporter un titre dans un avenir proche, je pense que les Blazers sont extrêmement satisfaits du choix qu'ils ont fait. C'est peut-être difficile à croire au vu de sa situation actuelle, mais Michael Carter-Williams était le leader en termes de points marqués par les nouveaux arrivants et a été récompensé par le titre de Rookie de l'année en 2014. Comme McLemore un peu plus haut dans cette draft, il a fait le tour entre plusieurs franchises NBA pour finir par être un joueur de rotation du côté d'Orlando. Entre Jrue Holiday et André Iguodala, Philly a littéralement détruit son roster et a été une serpillière de la conférence Est pendant plusieurs années. Avoir pris Giannis aurait pu permettre aux Grecs de se développer avec beaucoup de minutes au sein d'un effectif médiocre et surtout sans star. Philadelphie aurait certainement tanké assez pour avoir Embiid en 2014 et potentiellement Ben Simmons en 2016. Quoi qu'il en soit, ils disposent d'une des meilleures teams de la ligue depuis maintenant 2 ans et pas sûr qu'ils auraient réussi à faire marcher un aussi gros star system. Malgré qu'on puisse débattre sur son salaire, Steven Adams a été titulaire dans tous les matchs du Thunder qu'il a joué depuis 6 ans. Ni trop doux en attaque, ni trop gros protecteur d'arceau, OKC possède quand même un Viking qui pose des écrans solides et qui s'est avéré essentiel dans leurs différentes aventures en playoff ces dernières années. Oklahoma n'avait pas spécialement de poste 5 étant donné que Serge Ibaka jouait ailier fort et que les autres joueurs étaient assez peu convaincants. De plus, il y avait une petite guerre d'ego qui commençait dans le vestiaire entre Westbrook et Durant, donc pas sûr que l'on aurait pu voir cohabiter Giannis avec eux sans que cela n'explose en vol. Ou du moins il n'aurait jamais eu autant de responsabilités que ce qu'il a eu à Milwaukee. Un Big Three aurait plutôt tenu du rêve que de la réalité. Drafté par Boston en 13e position, Olynyk a fait partie pendant un temps du plan de reconstruction des Seas. En effet, au lendemain de la draft, on assistait certainement à l'un des trades les plus pourris de l'histoire, quand les Nets ont décidé de cramer leur pick de draft sur 3 générations pour récupérer Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry. Perdant un poste 4 ainsi qu'un bon shooter de loin, les Celtics ont décidé de renforcer ces secteurs par un seul joueur avec Olynyk. Malheureusement pour Boston, c'est un joueur efficace en sortie de banc qui dispose de bons pourcentages au shoot pour un 7-footer, mais qui est incapable de compenser la disparition d'un des joueurs cités précédemment. Que ce soit au moment de sa draft ou aujourd'hui avec Miami, il n'a pas tellement fait évoluer ses statistiques, demeurant tout au plus un role-player utile derrière l'arc. Quitte à se reconstruire, Boston aurait pu utiliser le temps qu'ils avaient pour développer Giannis et utiliser le reste des picks pour obtenir de gros prospects. Shabazz Muhammad est certainement l'un des joueurs le plus décevants de cette liste. Quelques polémiques autour de son âge et de son comportement dans le vestiaire ont déjà grillé ses chances de rentrer dans un potentiel top 5 de cette draft. Annoncé comme un top prospect, il ne sera en réalité choisi qu'en 14e position par le Jazz, qu'il a tradé comme je l'ai dit il y a quelques instants aux Wolves pour obtenir Trey Burke. Quelques saisons du côté de Minnesota avec des moyennes de points intéressantes, mais 7 ans après il a disparu des radars, et comme tout bon flop NBA qui se respecte, il évolue désormais en Chine. Après avoir vu tout ça, on peut pas dire que Giannis aurait pu être choisi beaucoup plus haut qu'à la 15e place. Certaines équipes avaient déjà le poste 4 comblé et d'autres ne regrettent pas forcément leur choix au vu de leur position actuelle. La plupart des lottery picks veulent prendre un joueur capable de contribuer en NBA dès son premier match. Les Bucks se sont juste retrouvés dans la posture parfaite en 2013. Étant un petit marché avec un vestiaire sans grand talent, il fallait tenter de choisir quelqu'un qui pourrait devenir le visage de la franchise. Et tenter un pari comme Giannis n'avait rien d'étonnant compte tenu des circonstances. On peut se dire que l'exposition d'un joueur grec qui évolue en 2e division peut faire peur aux plus indécis. Mais si les Bucks réussissent à garder ce joueur et à obtenir un titre lors des prochaines années, alors on pourra parler d'un des plus gros styles de l'histoire de la draft.